Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le ministre de l'Éducation nationale participe à la conférence internationale sur la langue chinoise à Pékin. Au nouvel mondial à présent au Moyen-Orient, au moins 72 Palestiniens tués dans une frappe israélienne. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, nous entamons ce journal avec, sous la présidence de son Excellence, la présidence de son Excellence, M. Dileta, Mohamed Dileta. La conférence des présidents s'est réunie ce lundi en instance pour examen en commission. Lors de cette conférence relative, a été présidée par le Premier ministre, le ministre de Défense, le ministre chargé des relations avec le Parlement, est également présent du côté de la commission permanente ainsi que la commission. Cette réunion a été consacrée à la transmission, l'analyse approfondie. Le projet de loi numéro 133, année 2024, 9e législature portant industriel et commercial pour l'année. Projet de loi numéro 134, 9e législature portant l'économie de Djibouti, la FEDED. Le projet de loi numéro 135, année 2024, 9e législature. Le projet de loi numéro 136, année 2024, 9e législature pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 137, année 2024, portant l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD. Projet de loi numéro 138, portant le EAC, mais aussi le projet de loi numéro 139, AN 24, l'aménagement foncier pour l'exercice de l'année. Le projet de loi numéro 140, 9e législature pour l'ANPH. Le projet de loi numéro 141, AN 24, 9e législature pour le développement de l'énergie géothermique. Le projet de loi 142, le projet de loi 144, le 145, le projet de loi numéro 146 également. Le président de l'Assemblée nationale a salué la commission et cet atelier a permis de traiter et d'examiner les comptes d'aboutissement qui revient grandement aux après-consultations et discussions. C'est avec une profonde tristesse que nous, à la télévision de Djibouti, pendant plus de 4 ans, l'audiovisuel national contribuant par le culturel du pays. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Ahmed Farah Dini. Après une vie consacrée à la radio et à la télévision de Djibouti pendant plus de 4 décennies, Feu Ahmed Dini Farah a été un pilier discret et infatigable de l'audiovisuel national, contribuant par son expertise et son engagement à l'essor de ce secteur essentiel à la vie sociale et culturelle de notre pays. Ahmed Dini Farah s'est distingué par son humilité, sa rigueur professionnelle et son sens du service. Son travail a marqué des générations de Djibouti. Au-delà de ses compétences techniques et de son professionnalisme, M. Ahmed Dini Farah était un homme de valeur respecté de ses collègues et apprécié par son esprit de collaboration. Il savait allier le travail rigoureux et bienfaisance, offrant conseil et soutien à ceux qui débutaient dans le métier, tout en restant humble et toujours disponible. Sa disparition laisse un vide dans le monde de l'audiovisuel à Djibouti, mais son héritage perdurera à travers ses nombreuses contributions et notamment les films qu'il a réalisés et lui a distingué. Sa famille, ses amis, ses collègues ainsi que toutes les communautés médiatiques se souviendront de lui comme d'un homme humble, engagé et dévoué qui a su marquer de son empreinte l'histoire de la radio et de la télévision de Djibouti. En apprenant ces tristes disparitions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Communication Redouane Abdullahi Bahdan, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdijama, et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile. Que son âme repose en paix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité mentionnée dans le titre à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, a entrepris une visite officielle en Chine le mercredi 13 novembre. Le reportage avec May.
Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, a entrepris une visite officielle en Chine ce mercredi 13 novembre. Cette mission, à laquelle ont également pris part de hauts responsables de son ministère, M. Mohamed Abdighedi, conseiller technique en charge de la communication, et Mme Ron Saïd Haji Ismail, conseillère technique et directrice de l'Institut Confucius de Djibouti, s'inscrit dans un effort continu pour renforcer les relations bilatérales en matière d'éducation et de coopération linguistique entre Djibouti et la Chine. À cette occasion, le ministre a participé à la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la langue chinoise, un événement de grande envergure placé sous le thème interconnexion, intégration, héritage et innovation. Cette importante conférence internationale présidée par le vice-président de la République populaire de Chine a réuni plus de 2000 participants ici des 160 pays, parmi lesquels des ministres, des ambassadeurs, des universitaires et des experts. En témoignage de l'importance de cet événement, le président chinois, dans une lettre de félicitations envoyée à la conférence mondiale, a salué l'Institut pour le 20e anniversaire de sa création et a souligné que la langue chinoise constitue un produit culturel public important que la Chine a offert au monde. Ces messages, lus au cours de la conférence, a renforcé la dimension symbolique de cet événement international. Invité d'honneur de cette cérémonie, le ministre Mostafa Mohamed Mahmoud a prononcé un discours inaugural dans lequel il a exprimé ses sincères remerciements pour l'organisation exemplaire de cet événement et pour l'accueil chaleureux des autorités chinoises. Dans son intervention, le ministre a également félicité les autorités chinoises pour leur rôle central dans la diffusion de la langue et de la culture chinoise à travers le monde, notamment grâce aux instituts. Il a exprimé sa gratitude envers le ministère de l'Éducation de la Chine, le Centre d'éducation et de la coopération linguistique de la Chine, la Fondation de l'enseignement international du chinois et l'Université normale pour leur appui technique et logistique dans la création de l'Institut de Djibouti. Ces projets éducatifs répondent à l'ambition de mieux préparer la jeunesse djiboutienne aux exigences d'un monde interconnecté tout en renforçant les échanges économiques et culturels avec la Chine. On écoute le discours du MENFOP, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud. C'est pour moi un grand honneur et une immense joie de prendre part pour la seconde année consécutive à la conférence mondiale sur la langue chinoise. Je suis toujours ébloui par la beauté de ces grands pays riches en histoire et en culture et par l'hospitalité de son peuple. Je tiens à féliciter chaleureusement les autorités chinoises pour la parfaite organisation de la conférence mondiale sur la langue chinoise 2024. J'exprime également mes meilleurs vœux au 20e anniversaire de l'Institut Confucius. Mesdames et messieurs, la Chine et Djibouti entretiennent des relations diplomatiques depuis 45 ans, marquées par une confiance mutuelle et une coopération fructueuse. Cependant, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti a introduit le chinois dans son offre éducative que seulement depuis septembre 2022 par le biais de l'Institut Confucius de Djibouti. Une première pour notre système éducatif et une étape décisive pour l'enseignement du chinois. Depuis, le nombre d'apprenants de la langue chinoise a triplé en l'espace seulement de 2 années. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et moi-même appuyons bien sûr l'apprentissage de la langue chinoise dans mon pays. En tant que nœud important de l'initiative Une ceinture, une route, Djibouti mènera une coopération plus approfondie, plus étendue dans le domaine de l'éducation grâce aux efforts conjoints de nos 2 pays. Je réitère ici mes vifs remerciements au ministère de l'Éducation nationale de la République populaire de Chine, mais également au Centre d'éducation et de coopération linguistique de Chine pour l'organisation parfaite de ces grands événements et pour le soutien au développement de l'enseignement de la langue chinoise à Djibouti. Mes remerciements s'adressent également à la Fondation de l'enseignement international du chinois et à l'Université normale de Sichuan pour leur appui technique et à l'installation de l'Institut Confucius de Djibouti.
Toujours en Chine, le 16 novembre 2024, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, accompagné de M. Mohamed Abdi Ghedi, conseiller technique en charge de la communication, et de Mme Ron Saïd, la conseillère technique et directrice de l'Institut Confucius de Djibouti, a pris part à une session de partage d'expériences sur le développement et l'adaptation locale de l'enseignement international du chinois. Le reportage avec Mai et toujours. Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahamoud, accompagné de M. Mohamed Abdi Ghedi, conseiller technique en charge de la communication, et de Mme Roun Saïd Hadj Ismail, conseillère technique et directrice de l'Institut, a pris part à une session de partage d'expériences sur le développement et l'adaptation locale de l'enseignement international du chinois. Cet événement, qui s'est tenu à Pékin dans le cadre de la conférence internationale sur la langue chinoise, a mis en lumière les efforts significatifs du gouvernement djiboutien pour intégrer la langue chinoise dans son système éducatif national. En effet, depuis 2022, la langue chinoise est enseignée dans le lycée djiboutien et intégrée aux emplois du temps scolaire. Cette initiative ambitieuse reflète l'engagement du MEFOP à offrir à ses élèves des compétences linguistiques diversifiées en phase avec les exigences d'un monde globalisé. Le nombre d'élèves apprenant le chinois a triplé en seulement 10 ans, passant de 545 à 1776, illustrant l'intérêt croissant pour cette langue parmi la jeunesse djiboutienne. Et en marge de la conférence, le ministre a également pris part à la célébration du 20e anniversaire de l'institution clé pour la promotion de la langue chinoise à l'échelle internationale. À Djibouti, l'Institut joue un rôle actif en proposant des cours de chinois à divers publics, notamment aux élèves, aux fonctionnaires et aux professionnels. Cette initiative s'avère particulièrement pertinente dans un contexte où la Chine est le premier partenaire économique de Djibouti, avec des investissements massifs dans des infrastructures stratégiques tels que le port, le chemin de fer et les télécommunications. Lors de cette session, le ministre a souligné l'importance de pérenniser ces programmes de formation d'une équipe enseignante nationale. Actuellement, l'enseignement de la langue chinoise est assuré par des enseignants chinois dont le travail et le dévouement ont été salués. Cependant, le ministère prévoit de former des enseignants djiboutiens afin de garantir l'autonomie éducative du pays et d'assurer la continuité du programme. Cette démarche stratégique permettra de construire un réseau d'enseignants locaux capable de transmettre la langue et la culture chinoise tout en tenant compte de réalités socioculturelles djiboutiennes. On écoute à présent le discours du MENFOP qui a réaffirmé son engagement envers une éducation inclusive et de qualité tournée vers le monde. Mesdames et messieurs, Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, havre de paix, situé à un carrefour stratégique entre l'Afrique et l'Asie, conscient des dynamiques mondiales où l'interconnexion est au cœur de nos sociétés, reconnaît l'importance stratégique de maîtriser la langue chinoise, qui s'inscrit comme un pont essentiel vers des échanges culturels, économiques et éducatifs. L'évolution du nombre d'apprenants de la langue chinoise dans mon pays illustre un engouement palpable. En 2 ans seulement, grâce aux efforts et à l'expertise de l'Institut Confucius de Djibouti, le nombre d'apprenants a triplé, signe d'un intérêt croissant pour le chinois parmi notre jeunesse. Ces chiffres est aussi le reflet de la volonté de notre gouvernement et de notre population d'établir des liens plus étroits avec la Chine et d'accéder aux opportunités qu'offre cette connaissance. Par ailleurs, pour l'instant, la langue chinoise est enseignée principalement dans la capitale. Afin donc de démocratiser l'accès à cet apprentissage, nous envisageons d'élargir notre champ d'action en offrant des centres également de formation et donc d'apprentissage dans les régions de l'intérieur. Mesdames et messieurs, l'enseignement du chinois représente une véritable opportunité pour la jeunesse djiboutienne. L'apprentissage de cette langue ouvre de nouvelles perspectives pour nos jeunes désireux de poursuivre leurs études supérieures en Chine, où ils pourront se former dans des universités de renommée et acquérir des compétences de pointe. Autre actualité de ce journal, la délégation de Rabat, accompagnée toujours du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, s'est rendue à l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour une visite marquante visant à renforcer les relations de coopération et à échanger sur les initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes. Le reportage avec Fardous.
La délégation de Rabat, accompagnée du maire de Djibouti, s'est rendue à l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour une visite marquante visant à renforcer les relations de coopération et d'échange sur les initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes. Au cours de cette rencontre, la délégation a eu l'honneur de s'entretenir avec la secrétaire générale de l'UNFD en présence du ministre de la Femme et de la Famille, des responsables et des élus locaux. Objectif de cette visite est non seulement de reconnaître le rôle fondamental des femmes dans le développement socio-économique du pays, mais également de consolider les efforts bilatéraux pour renforcer et favoriser une société plus inclusive et équitable. Les membres de la délégation de Rabat, dirigée par le maire, ont unanimement salué l'action de l'UNFD en tant que pilier de lutte pour l'égalité des genres et le progrès social. Ils ont également exprimé leur volonté de partager des bonnes pratiques de développement, des projets conjoints visant à multiplier les efforts pour les femmes en renforçant leur participation active dans tous les secteurs. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a été créée 2 mois avant notre accession à la dépendance par des militantes femmes djiboutiennes qui, le 30 avril 1977, ont eu l'idée de créer cette institution, ce foyer pour les femmes, et avec leurs propres moyens, et c'est elles qui ont construit ce foyer. C'est des femmes militantes. Elles ont combattu à côté des hommes pour avoir l'accession à notre indépendance qu'on a eu 2 mois plus tard, le 27 juin 1977. Donc vous pouvez voir, et tout de suite, cette institution a eu l'honneur d'être présidée par l'ancienne première dame, Feu Acha Bokoré. Et elle a eu le privilège d'être à chaque fois présidée par la première dame du pays, et c'est un honneur pour toutes les femmes djiboutiennes. Les missions qui lui sont attribuées, c'est l'autonomisation, bien sûr, de la femme djiboutienne en tant qu'actrice à part entière au développement socio-économique du pays, pour que les femmes puissent être à la hauteur et puissent suivre le développement de leur pays. Et c'est là les premières actions que ces femmes ont menées par les femmes de cette organisation, c'était l'alphabétisation des adultes, des femmes, pour que les femmes à cette époque-là, les femmes lettrées étaient vraiment très minimes. Donc il fallait qu'on puisse accélérer pour lutter contre l'illettrisme des femmes. Et les premières actions menées par l'organisation étaient l'alphabétisation des adultes. Mais également, il y a eu une école qui a été créée au sein de cette institution. Ce sont les premières actions qui a été créée par cette institution. C'est l'école de seconde chance qui a été ouverte aux jeunes filles issues des familles défavorisées pour qu'elles puissent avoir une seconde chance et suivre une scolarisation pour qu'elles puissent contribuer au développement et être autonomes. La maire de la ville de Rabat a salué l'action de l'UNFD. On écoute un extrait de son intervention. C'est un immense plaisir et honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre importante dans le cadre de ma visite officielle à Djibouti. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour l'accueil et pour la convivialité. Votre engagement en faveur des droits de la femme et leur autonomisation est admirable, mesdames. Donc permettez-moi de commencer par évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la question de l'aménagement urbain et son impact sur les communautés locales, en particulier sur les femmes et les enfants. Et donc, en tant que femmes leaders, nous savons toutes à quel point l'aménagement urbain de nos villes et de nos quartiers influence le quotidien des citoyens, en particulier celui des femmes. Donc, effectivement, l'accès à des infrastructures modernes, à des espaces sûrs, verts et accessibles, à des logements décents et à des services de santé et d'éducation est vraiment primordial pour garantir l'égalité des chances et améliorer le bien-être des familles. Il est essentiel que ces projets de développement soient conçus en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants, bien entendu. Et je suis convaincue que cette approche est partagée par les autorités djiboutiennes.
Je voudrais également profiter de cette occasion pour évoquer avec pertinence un modèle de leadership qui nous inspire profondément. On écoute à présent la ministre de la Femme et de la Famille qui a également exprimé sa volonté de partager des bonnes pratiques et de développer des projets conjoints. Le travail que nous faisons, on le fait de façon synergique entre le gouvernement, le Parlement et la société civile. Et quand je dis société civile, je parle également des élus communaux qui sont aussi nos bras armés et l'extension au niveau des communautés et des proximités. La représentativité des femmes au niveau des élus locaux est quand même aussi au-delà de 33%. Alhamdulillah, aux dernières élections, nous avons pu aboutir à ça. Donc vraiment, je vous remercie d'être venus, de la collaboration entre les deux pays frères, Maroc et Djibouti, pour lequel on a une longue histoire de collaboration et surtout de développement et surtout des similitudes dans les actions et les activités. Donc on espère que vous allez avoir un séjour fructueux durant votre période ici et vous revoir rapidement à Djibouti pour qu'on puisse vous montrer encore plus et vraiment partager de belles choses. Donc vraiment, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que vous dire bienvenue et encore une fois, félicitations à la collectivité. Autre actualité de ce journal, toujours l'actualité nationale. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP de Djibouti, a organisé ce matin un atelier crucial de lancement du processus de révision du programme d'action nationale. Le reportage. Les mécanismes africains d'évaluation par le père de Djibouti a organisé ce matin un atelier crucial de lancement du processus de révision du programme d'action nationale. L'atelier s'est tenu dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et a réuni de responsables gouvernementaux, des acteurs de la société civile ainsi que de partenaires techniques et financiers. L'événement a été ouvert par l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, représentant du ministère, point focal du ministère des Affaires étrangères à Djibouti, en présence du président coordinateur du ministère des Affaires étrangères, Hamid Mohamed Adan, et de la conseillère juridique du président. L'atelier a permis de faire le point sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre du programme d'action nationale, tout en identifiant le nouveau défi et les priorités à intégrer pour la période à venir. Parmi les thèmes abordés figurent la gestion des ressources naturelles, la gouvernance, la résilience climatique, ainsi que la promotion de la justice sociale et du développement économique inclusif. Le président du coordinateur du ministère des Affaires étrangères, Hamid Mohamed Aden, il a insisté sur l'importance de la révision du programme national comme un levier pour améliorer les politiques nationales et de renforcer la résilience du pays face aux défis socio-économiques et environnementaux. Nous sommes réunis ce matin pour le lancement de la révision du programme national d'action, qui est annexé au rapport d'évaluation pays. Ce rapport auquel le pays avait été évalué en 2015, qui concerne le 4 domaines généraux du MAEP, à savoir la démocratie et gouvernance politique, la gouvernance et gestion économique, la gouvernance d'entreprise, le développement socio-économique, à large assise. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir un rapport, d'élaborer un rapport des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme national d'action du MAEP. Et nous avons des commissaires thématiques des Djiboutiens, des experts djiboutiens, qui pilotent chaque domaine du MAEP. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons convié à cette rencontre les parties prenantes djiboutiens qui sont concernés, qui ont une responsabilité dans l'exécution des actions prioritaires qui sont inscrites dans le programme national d'action. Et aujourd'hui, c'est une rencontre d'information et d'échange pour que par la suite, nos équipes, nos experts puissent faire leur travail dans chaque domaine et établir également un rapport respectif de leur domaine d'intervention. Dans ses propos d'ouverture, l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, mais également représentant du ministre, a souligné l'importance de cette révision pour renforcer la gouvernance et améliorer les politiques publiques dans le pays. Comme vous le savez, le MAEP est un instrument d'auto-évaluation de la bonne gouvernance auquel adhèrent volontairement les États membres de l'Union africaine. C'est un instrument par excellence de la bonne gouvernance au niveau du continent africain. À ce jour, 44 pays y
y adhèrent et ce mécanisme a été créé en 2003. Notre pays a adhéré à ce mécanisme en 2007, marquant ainsi donc la volonté donc du pays de contribuer à l'amélioration des pratiques de bonne gouvernance à Djibouti. En 2018, le président de la République a pris des mesures concrètes en installant les structures nationales de pilotage. C'est ainsi que notre pays a pu produire un premier rapport d'auto-évaluation et a accueilli des missions d'évaluation externe. La première mission, qu'on appelle évaluation classique, portait donc sur les grandes thématiques du MAEP que vous connaissez, la gouvernance politique, la gouvernance d'entreprise, la gouvernance économique et la gouvernance socio-économique. Cet atelier donc, de lancement que nous réunissons aujourd'hui est une étape importante vers l'élaboration du rapport d'étape qui est attendu de Djibouti. Ces rapports devaient se faire il y a quelques années, mais comme je viens de le dire tantôt, ça n'a pas été possible. Donc c'est un travail donc, qui vous attend, qui attend donc la commission. L'implication donc, de tout un chacun donc, est indispensable pour assurer donc, le succès donc, de Djibouti dans ce processus du MAEP. Autre actualité de ce journal aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la statistique, le directeur général de l'Institut national de la statistique, INSTAT, a fait une déclaration solennelle depuis son bureau, soulignant l'importance des statistiques pour le développement socio-économique du continent africain. Voici Ibrahim Abdi Hadi. En ce jour unique dédié à la célébration de la Journée africaine de la statistique, nous nous réunissons pour rendre hommage au rôle essentiel des statistiques dans le développement de nos nations et de notre continent. Les statistiques, loin de se limiter à des chiffres, représentent des outils puissants qui éclairent des décisions, orientent les politiques publiques et jettent les bases d'un avenir prospère et inclusif. À Djibouti, cette vision s'inscrit dans la stratégie globale portée par son Excellence le Président de la République, sa volonté de construire un pays basé sur les données fiables et pertinentes reflète son engagement à prendre des décisions éclairées et à formuler des politiques publiques adaptées aux besoins réels de la population. Ce leadership clair et cette vision ambitieuse guident les efforts de toutes les institutions nationales, y compris l'Institut de la statistique. Dans ces dynamiques, les ministres de l'économie et des finances chargés de l'industrie jouent un rôle central en veillant à ce que les politiques gouvernementales, notamment dans le domaine économique, reposent sur des données solides et actualisées. Grâce à son appui et à celui du gouvernement, des initiatives stratégiques ont été déployées pour renforcer la production, l'analyse et l'utilisation des données statistiques. Permettez-moi de mettre en lumière l'apport de l'Institut de la statistique de Djibouti, qui occupe une place centrale non seulement sur le plan national, mais également comme acteur influent dans la région francophone et sur l'ensemble du continent africain. L'Institut de la statistique de Djibouti s'est imposé au fil des années comme un modèle de leadership, d'innovation et de collaboration. Il est reconnu par son engagement constant à fournir des données de qualité, fiables et exploitables, qui servent de socle à la planification stratégique et à la prise de décisions éclairées. En ces jours dédiés à la statistique, il est essentiel de rappeler que les données sont un bien collectif, un pilier indispensable pour la gouvernance, la transparence et l'efficacité des politiques publiques. Les statistiques ne sont pas l'affaire d'une seule institution, mais nécessitent une collaboration étroite entre le gouvernement, les chercheurs, les entreprises, la société civile et les citoyens. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, à travers la direction de la famille, a organisé des séances de sensibilisation et d'information
pour les élèves du lycée de PK12. Le ministère, en collaboration avec l'UNFD, la justice, la santé, la gendarmerie, la police et l'ANCI. La séance de sensibilisation a été animée respectivement par la directrice de la famille, Mme Fouzia Ali Ousmane, et a vu la participation par la directrice de l'enseignement, Mme Loula Ali Alabe, et les représentants des institutions. Cette initiative vise à promouvoir les droits de l'enfant sur leur bien-être, leur épanouissement, tout en sensibilisant les élèves aux défis qui concernent leur génération. La séance a abordé plusieurs thématiques importantes, notamment les droits fondamentaux de l'enfant, l'importance de l'éducation et de la protection de l'enfance, la lutte contre les abus et la violence et les moyens de renforcer l'engagement des jeunes dans la société. L'objectif principal était de sensibiliser et d'informer les élèves sur la protection de l'enfant qui subissent les enfants et le rôle important joué par la plateforme dans la protection de l'enfance. Au cours de ces sensibilisations, les différents responsables qui sont aussi membres de la plateforme de la protection de l'enfance ont mis en exergue la violence faite aux enfants sous toutes ses formes en mettant l'accent sur les dangers de l'Internet qui connaît une hausse fulgurante ces derniers temps. À Tadjoura à présent, au nord du pays, c'est dans le cadre des réformes engagées pour moderniser et renforcer l'efficacité de l'administration publique sous l'égide du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, la SECRA, en collaboration avec le ministère de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur a lancé un programme de formation destiné aux cadres régionaux. Les détails avec May. Dans le cadre de réformes engagées pour moderniser et renforcer l'efficacité de l'administration publique, sous l'égide du ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration, le secrétariat exécutif chargé de réforme de l'administration, en collaboration avec le ministère de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur, a lancé un programme de formation destiné aux cadres régionaux. Cette initiative a pour objectif de doter les services déconcentrés des outils et des compétences nécessaires pour mieux répondre aux attentes des citoyens. La première session de formation se sont déroulées à Obok et Tadjoura, respectivement le 10 et le 11 novembre 2024, sous la supervision de M. Mohamed Awali Durir, secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration et son équipe de formateurs. Ces ateliers ont réuni une trentaine de cadres dans chaque région désignés par le préfet et le président des conseils régionaux. Ces formations ont permis d'aborder des thématiques clés telles que le nouveau statut général des fonctionnaires, le code de déontologie des agents de l'État, la déclaration des services aux citoyens, ainsi que la plateforme numérique collaborative. Cette dernière, développée par le SEGRA, vise à améliorer la gestion administrative et la communication entre les agents tout en rapprochant le citoyen de leur administration grâce à des démarches simplifiées et accessibles. En intégrant des valeurs d'éthique, de transparence et des responsabilités, ces sessions traduisent l'engagement des autorités publiques à moderniser les services administratifs en les rendant plus efficaces et alignés sur des principes de neutralité et de professionnalisme. Ce matin, nous sommes réunis dans un atelier de sensibilisation à un outil de gestion numérique, de collaboration, de conduite de changement dans l'administration, rappel des concepts de la DCE et présentation du nouveau statut général des fonctionnaires et la code de la déontologie de l'État. Donc ces thèmes seront présentés par les cadres de cet écran ici présent. Donc les trois thèmes qui seront évoqués thème par thème. Donc je recommande à tous les participants d'avoir un débat interactif pour plus tard avoir une recommandation. Donc je suggère à tous les responsables ici présents de participer activement et de participer aussi à toutes les initiatives qui seront présentées par les techniciens ici présents. Donc nous remercions les secrétariats exécutifs avec à leur tête Mohamed Awali ici présent. On écoute à présent un extrait de l'intervention du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration. Cet atelier de sensibilisation, c'est dans l'ensemble de l'administration des services déconcentrés. La conduite de changement est un document nouveau pour l'administration. L'outil de gestion numérique est une plateforme numérique qui a été instaurée au niveau de SECRA. Cette plateforme, d'abord dans l'ensemble de la déclaration, les points vocaux de la déclaration des services citoyens et le secrétariat exécutif vont travailler en étroite collaboration.
dans l'ensemble de documents administratifs vont être stockés dans cette plateforme. Et dans les régions de l'intérieur, nous avons mettre des points vocaux dans chaque région de l'intérieur pour gérer la plateforme. Le but de cette plateforme dans les régions, c'est d'avoir les documents administratifs au niveau du SECRA, au niveau de la direction de l'administration publique, avoir aussi le certificat médical, certificat administratif et les titres de congé en ligne. Actuellement, cette plateforme est en phase d'expérimentation. Nous allons développer étape par étape et prochainement, les documents, certificats administratifs et les congés seront opérationnels pour directement recevoir au niveau des régions. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, à Gaza, au moins 72 Palestiniens tués dans une frappe israélienne. 72 Palestiniens ont été tués. Des sources médicales indiquent qu'environ 72 personnes ont été abattues et plusieurs autres sont toujours coincées sous les décombres. Depuis le 5 octobre, Israël mène une opération terrestre à grande échelle dans le nord de Gaza, affirmant que son objectif est d'empêcher le Hamas de reprendre des forces dans la région. Cependant, les responsables palestiniens affirment que l'opération vise à dépeupler de force le nord de Gaza et à établir une zone tampon. L'attaque israélienne a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire dans un contexte de blocus permanent qui a entraîné des graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël fait également face à une affaire de génocide devant la CIJ, la Cour internationale de justice, pour sa guerre meurtrière contre Gaza. Toujours au Moyen-Orient, au Liban à présent, l'armée israélienne dit avoir frappé plus de 200 cibles en 36 heures. Les détails est toujours avec Fardous. Au Liban, l'armée israélienne dit avoir frappé plus de 200 cibles en 36 heures. Au cours des dernières 36 heures, l'armée a notamment frappé Tyr, ville du sud-ouest du Liban, la banlieue sud de Beyrouth, à de multiples reprises, ainsi que le centre de la capitale libanaise, où elle a tué, selon une source de sécurité libanaise, le responsable média du Hezbollah, Mohamed Afif. Les écoles à Beyrouth et ses environs seront fermées aujourd'hui, lundi et mardi demain, a annoncé hier soir le ministère libanais de l'Éducation, après 2 frappes israéliennes qui ont visé le cœur de la capitale à quelques heures d'intervalle. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.